Si Bille en tête, Fanfan, Le Zèbre, Le Petit Sauvage, L'Île des Gauchers ont fait de lui un prodige de l'édition, le Zubial, le roman des jardins, Chaque femme est un roman, l'ont consacré comme écrivain. Celui que l'on taxait de mièvrerie est devenu, aux yeux de la critique, vraiment écrivain avec cette autobiographie en 3 volets. On dit même qu'il arriverait à la cheville de son père, le fameux Zubial, alias Pascal Jardin. Ses multiples actions en faveur de la lecture dans les écoles et les prisons l'ont rendu sympathique à ceux qui ne le supportaient pas. Et ses révélations sur sa famille, pour le moins déjantée, a changé le regard que critiques et lectorat fidèles portaient sur lui. Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Et elle est comment, mon intro ? Elle est caricaturale. Je me reconnais pas. Eh ben, très bien. Mais moi non plus, elle me plaît pas non plus. Mais parce que la vie publique me paraît pas quelque chose de crédible. Ah bon ? Non. Parce que ? Parce que c'est toujours une histoire qu'une époque se raconte. Et ce qu'on raconte sur les écrivains, ça a tout le temps été changeant. Enfin, ah bah, c'est d'autant plus changeant que vous êtes assez mouvant comme personnage. Oui, si vous faites ce que je disais, pour faire rapide, toute une première série de romans qui a eu un lectorat de lectrices surtout, qui ont bien énervé leur mari avec ce genre de romans. C'était votre cas. Voilà. Une sorte, alors, les critiques littéraires vous accusaient de niaiserie, de mièvrerie, disaient oui, c'est oui, on est au pays de oui, etc. Après, il y a une sorte de coupure avec ces 3 romans autobiographiques où là on dit tiens, mais il y a un écrivain, il brûle toutes les conventions, il nous dit enfin, il nous révèle son côté sombre. Et puis en préparant l'émission au téléphone, patatras, vous me dites attendez, une prochaine rupture arrive. Oui, il y aurait. On vous suit dans votre. Il y aura une 3e époque. Il y aura une 3e époque. On vous suit finalement au fur et à mesure de vos romans dans votre avancée personnelle en termes de maturité, de vie personnelle aussi. Mais parce que j'ai commencé gamin. Oui, c'est le premier. Bille en tête, prix du premier roman, c'était 20 ans. Oui. Alors on en est où aujourd'hui ? Déjà par rapport à la critique, vous réagissez comment ? Ces critiques qui vous auscultent de près Ça ne fait pas partie de ma vie. D'accord. C'est-à-dire que j'écris depuis 23 ans, j'ai 43 ans, et ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas lu un article me concernant. Donc les 3 premières années, vous avez lu, ça vous a suffi ? Et en fait, je veux bien, comment dire, je veux bien mener une vie publique, mais je ne veux pas devenir quelqu'un de public. C'est-à-dire que je ne veux pas que ça rentre dans ma sphère réelle. Donc il n'y a jamais une coupure de presse à la maison et je ne suis pas Alexandre Jardin chez moi. Voilà. Ah, vous êtes qui à la maison alors ? Je suis Alexandre. Vous êtes Alexandre. Oui, et ça suffit. Je me posais une question, on va rentrer un peu dans l'histoire de votre famille, mais il y a cette grand-mère, figure tutélaire, qui a un surnom, l'Arquebuse. Il y a le grand-père, je vais dire un peu rapidement qu'il a été vichiste, en tout cas chef de cabinet de Pierre Laval, qui a un surnom, le Nain Jaune. Leur enfant, le fils, enfin des fils, le Zubial, votre père. Vous avez un surnom ? Non, mes enfants ne me l'ont pas encore donné. Bon, c'est papa pour l'instant. Ils sont peut-être un peu pour petits. l'instant, j'ai peut-être un surnom planqué dans mon dos, mais je l'ignore. D'accord. Tout le monde a un surnom dans la famille ? Oui, souvent. Tout le monde ? Souvent. Et vous, pas encore ? Ça veut dire quoi ? Qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réalisé, qui n'est pas encore... Oui, je crois que c'est ça en fait. Mais quoi ? Ça peut paraître bizarre, mais... j'ai l'impression en tout cas, que ma vie d'écrivain commence. Ah, mais vous êtes d'accord avec les critiques alors ? Non. Non, ah bon. Pardon. Non, que ça commence maintenant. Ah, après la série, la saga familiale, le roman des jardins, etc. C'est la première fois dans ma vie que j'ai la sensation de pouvoir commencer mon métier. Voilà. Et pourquoi il aura fallu finalement 23 ans d'écriture avant ? Parce que c'est très long d'apprendre. C'est un métier extraordinairement difficile, quoi. À mes yeux, j'étais parfaitement incapable de devenir écrivain. Voilà. Je faisais ce que je pouvais, en manipulant des sujets qui étaient plus grands que moi, qui étaient souvent beaucoup plus grands que moi. Et j'ai vraiment la sensation de commencer à être en possession d'un métier. Et le succès, les récompenses, prix du premier roman, prix Femina, les milliers de lectrices, etc., les films qui en sont tirés, adaptés par vous ou d'autres, Jean Porret notamment, ça vous a jamais convaincu que vous étiez écrivain ? Non. Non, ça peut... Vous n'étiez pas dupe de ça, en tout cas. Cette conviction ne peut pas naître de l'extérieur. C'est pas possible. C'est-à-dire que d'abord, je n'ai jamais cru au jeu social. C'est-à-dire que ça n'est pas que je le refuse, c'est que je n'y crois pas.
ça m'est toujours apparu comme une pantalonnade. Où n'importe qui pouvait se retrouver avec un prix Goncourt, avec ou devenir chef de l'État. Le nombre de gens qui sont devenus président de la République et au fond qui n'ont pas compté du tout, qui ont cru le devenir, et qui finalement ne l'ont pas été. Des noms peut-être Non mais il y en a des quantités extraordinaires. C'est-à-dire l'apparence sociale recouvre rarement l'influence réelle. Oui, l'influence réelle, le poids réel des gens. Donc je n'ai jamais pu y croire. Il faut dire que vous avez vu défiler dans la demeure familiale tout le gotha mondain politique, en tout cas une bonne partie quand vous étiez enfant, enfin de l'époque, forcément, et que vous étiez peut-être mieux préparé et moins dupe de certaines choses aussi. Oui, des fausses images, des faux semblants. J'ai tout de suite vu l'envers du décor. Voilà. Quand je voyais la maîtresse de mon grand-père qui trimballait des valises de billets de banque pour financer les partis, je voyais bien que c'était un théâtre d'ombre. Je voyais bien... Le grand-père, on parle du nain jaune. Hein. Oui. Du nain jaune. C'est Pierre, dans son prénom. Jean Jardin. Voilà. Et je voyais bien que quand il refilait des valises de billets à un faux Mitterrand, c'était un de ses frères qui venait attraper les valises. Donc on voyait où l'argent allait à cause de la tête. C'était le papa de Frédéric Mitterrand qui venait les chercher. Je ne pouvais pas y croire. Je voyais bien que... Du coup, toutes les formes de reconnaissance sociale, ou publique, ou commerciale, me paraissent pas avoir de sens. Et alors par rapport justement, vous disiez, je suis en train de devenir écrivain. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est déposé en vous, qu'est-ce qui est apaisé, je ne sais pas, pour qu'aujourd'hui vous dites, voilà, je commence mon métier d'écrivain aujourd'hui. L'ivresse est plus grande. Donc il n'y a rien d'apaisé. J'étais justement en train de dire que l'adjectif vous collait assez mal à la peau. Mais... Non. L'ivresse est plus grande. L'ivresse est beaucoup plus grande aujourd'hui. Pourquoi ? Peut-être parce que j'ai eu pendant très longtemps très peur de la vie. Elle m'a effrayé au cours de mes premières années. Et donc je vivais en défense, je me méfiais. Et je jouais un rôle en partie dans ma vie. Et puis tout ça a fini par tomber. Et il y a une part d'imprudence aujourd'hui qui m'intéresse. Voilà. Alors, pour ceux qui, je ne sais pas, vivraient sur notre planète et vous ne connaîtraient pas, ou n'étaient pas là les 23 dernières années, on ne sait jamais, on va partir des figures un peu tutélaires comme ça de votre famille, et juste vous nous faire une petite description. Voilà. On part de l'arquebuse, qui est peut-être un peu celle qui est à l'origine de ce côté, permettez-moi de dire, détraqué, en tout cas pas très en phase, en tout cas très, très bizarre. Très à côté du réel. Très à côté du réel, voilà. Ouais. L'arquebuse, c'est ma grand-mère. Grand-mère paternelle. Oui, qui est un être qui est pour moi la source de toute la poésie de la famille. Un être assez immoral quand même. Furieusement. Furieusement immoral. Non, pas immoral, amoral. Oui, amoral. En dehors de toute moralité, en dehors de toute historicité aussi. Oui, elle n'appartient pas à son siècle, elle n'appartient à rien du tout. D'ailleurs, elle n'a jamais acheté ses vêtements. Puisque de 1910 à la fin du XXe siècle, elle a confectionné elle-même ses vêtements. Ça lui paraissait parfaitement inacceptable d'entrer dans une mode inventée par quelqu'un d'autre. Bah, bien sûr. Donc elle créait son monde. Cette grand-mère est suisse. Non, française, mais elle vivait en Suisse. Elle vivait en Suisse. Dans une... Et elle a découvert, par exemple, la guerre de 14 en 1916. Oui. Puisqu'elle est restée pendant 2 ans enfermée par ses parents à Évreux dans une maison où les gens qui travaillaient dans la maison ne devaient pas lui dire ce qui se passait dehors, pour ne pas traumatiser la petite chérie. Sauf qu'elle a été traumatisée la pauvre parce qu'elle a vu passer un convoi de gueule cassée quand même. Un jour où elle s'est échappée. Ouais. Mais donc c'était des gens qui vivaient très à côté du réel. C'est-à-dire que quand j'allais lui dire bonsoir, dans son lit, elle vivait en Suisse et en hiver il faisait un peu froid. Elle me disait toujours, non, laisse la fenêtre entrouverte. Si un cambrioleur charmant rentrait, je ne voudrais pas passer à côté d'un orgasme. Oui. Et donc... Il y a un rapport à la sexualité chez les Jardins qui est quand même assez... Oui, très enthousiaste. J'allais dire très spécial, très enthousiaste. Oui. On peut dire ça comme ça, mais l'adultère est prôné comme un mode de vie. Voilà. Et sur une chaîne catho comme ça à entendre, c'est sûr, ça peut faire frémir. Pas partout soit pareil. Elle a eu quand même un amant pendant 30 ans qui s'appelait Paul Morand. Oui, oui.
Mais c'est pas l'adultère en soi. C'est toujours une recherche du romanesque. Et Ah oui, donc l'adultère est une des voies du romanesque. Ça peut l'être. Ça peut être totalement autre chose aussi. Oui, ça peut être quelque chose de très vulgaire, ou ça peut être un accès au romanesque. Alors, on a l'arquebuse. C'est juste pour qu'on grand-mère. fasse un petit peu... En face, on a le grand-père. Oui. Le fameux chef de cabinet de Pierre Laval. Oui, Il beaucoup s'appelle moins drôle. Jean Jardin. Oui. Oui, physiquement, quand on le voit effectivement Oui. dans des articles de presse, tout ça, il a l'air moins drôle. Il a l'air moins drôle. Et en même temps très singulier, très particulier. Alors, c'est lui qui finance aussi bien les partis de droite que de gauche. Oui. C'est ce qu'on C'est appelle lui qui est le collabo de la famille. Oui, mais aussi c'est un être très, très complexe. C'est véritablement ce qu'on appelle une éminence grise. C'est un homme qui est, dans tout l'après-guerre, jusqu'en 1976, au cœur de la décision politique. Voilà. Et du financement de la vie politique. Dans l'ombre, en tout cas. Oui. Il tire les ficelles dans Oui, l'ombre, tout on à peut fait. dire ça comme ça. Tout à fait. Mais là encore, c'est un animal hautement romanesque. Et puis ensuite, ils ont fabriqué mon père. Alors lui, c'est le Zubial. Oui. Le nom est venu comment, Zubial? Comme ça. Il fallait que ce soit un nom singulier désignant un être autant qu'une espèce. D'accord. Parce qu'il semblait totalement à côté de tout. Et moi, je ne sais pas s'il est... en tout cas, je le connais, je l'ai connu jusqu'à l'âge de 15 ans. Le nain jaune, votre grand-père. Non, le Zubial. Le Zubial, ah oui, qui est mort à Zubial. Oui, 46 il est mort très jeune, ans. à 46 ans. Ouais, très jeune d'un cancer. Ouais. Et je l'ai toujours vu fonctionner en n'étant pas retenu. C'est-à-dire, on a tous des freins. Hein. On a des peurs. Qui nous protège de nous-mêmes, finalement. Oui, mais lui, ça n'avait pas l'air de l'intéresser beaucoup. C'est-à-dire, il y avait une espèce d'aptitude à nouveau à fabriquer du romanesque à l'intérieur de la vie. Mais c'était son métier aussi, parce qu'il était écrivain, Oui, il était et dialoguiste, scénariste pour des films très connus, C'est son comme quoi métier. La Veuve Coudert, Le Vieux Oui. Fusil. Oui, mais ça n'implique pas forcément, ce métier-là, de vivre Totalement. comme sur une pellicule. Nous sommes bien d'accord. Et pour synthétiser un peu sa façon d'être, tellement étrange. Quand j'étais petit, ça lui arrivait plusieurs fois d'arrêter sa voiture à la campagne, de signer un chèque en blanc et d'aller le glisser dans une cabine téléphonique. À l'époque, il y avait des bottins. Oui, dans les cabines téléphoniques, Et bien il sûr. glissait ouais. des chèques en blanc, et il revenait, il repartait, il me disait, tu vois, si quelqu'un trouve le chèque, on est ruiné. Et ça l'excitait terriblement. Ah oui, il me disait, donc vivons. Vivons tout de suite. Et c'est vrai que si en sortant vous faites ça, Je le ferai pas. Hein. mais vous allez voir, Oui, non, mais ça met dans un état de particulier. tension, en Oui, tout cas. de tension dramatique extraordinaire. Particulier, Tout à coup, le réel est recomposé. Et moi, j'ai grandi en face d'un individu comme ça. Qui avait aussi toute une série d'amantes. Oui. Dont vous racontez, dans je ne sais plus quel livre, qu'elle se retrouve tous les 30 juillet à Sainte-Clotilde à Paris pour fêter la mémoire de Ça a votre duré père. 15 ans, pendant 15 ans après fini. sa mort. D'accord. Et puis alors, il y a votre papa, donc, qui est peut-être la figure la plus emblématique de la famille. En tout cas pour moi. Oui. Puis très connu, hein, Pascal Jardin, donc ses romans, ses films, sa vie un peu fantasque. Il y a votre maman, en Oui, face. qui est aussi un animal à sa taille. Ah oui, voilà, il fallait trouver quelqu'un à la mesure. Oui. Et qui est un véritable professeur de changement. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu le droit d'être stable. De m'installer dans des certitudes, de m'installer dans un mode de pensée. Et tout était retravaillé, tout était éternellement provisoire. À Noël, par exemple, on avait une maison dans un village en Seine-et-Marne Verdelot. qui s'appelle Verdelot, et elle nous annonçait à chaque fois qu'elle allait vendre la maison. Donc c'était le dernier Noël. Et la maison, c'est dans une famille, c'est l'élément stable. Bah, bien sûr, c'est le truc qui bouge pas tous les 8 jours. Et donc elle nous disait, voilà, c'est terminé, sauf si il y a un projet. S'il n'y a pas de grand projet sur cette maison, on la vend. Alors c'était quoi les projets pour retenir la maison, justement, dans l'esprit de votre mère et dans le portefeuille de la mère? De développer des activités, de louer un certain nombre de chambres, de refaire entièrement les meubles, etc. Donc cette maison a toujours été un projet et non pas un élément d'inertie. Et on a été élevé là-dedans.
dans une dynamique invraisemblable. Finalement, cette maman, alors vous, parce que vous avez des frères aussi, mais n'arrêtez pas de vous déraciner. Il y a cet épisode célèbre où régulièrement elle brûlait tous les livres de la bibliothèque en disant voilà, les livres aussi, il faut les brûler. Mais par amour des livres. Oui, alors ça, c'est déjà plus subtil. Oui, c'est-à-dire c'était pour nous contraindre à faire venir de nouveaux livres dans la maison. C'est-à-dire de nouvelles idées, de nouveaux rêves, de nouvelles pensées. Et c'était son programme de vie. C'était d'essayer d'avoir des enfants incroyablement mobiles, incroyablement pas assis. Et c'est une exigence incroyable, quoi. Mais c'est difficile pour des enfants, j'imagine, de grandir dans un contexte comme ça parce qu'on a besoin, je ne sais plus si c'était Péqui ou Claudel qui disait ça, mais des racines pour se stabiliser, et puis du ciel aussi pour s'élever. Et vous, pouf, on vous déracinait à chaque fois en remettant en cause toutes vos certitudes. Enfin, vous n'aviez jamais de certitude, de toute façon, c'était pas possible. On était dans cet univers-là. Par exemple, on devait refaire notre chambre à la rentrée scolaire. Refaire, c'est-à-dire repeindre... refaire la décoration. Parce que votre mère, elle poussait les murs, elle, carrément. Oui, mais à chaque rentrée, il fallait refaire la déco. Ah oui, d'accord. Et si on voulait conserver notre chambre, il fallait venir avec un argumentaire solide. D'accord. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle essayait de faire? Elle essayait de nous empêcher, elle essayait d'inverser les choses, puisqu'on vit dans un monde où lorsque vous avez à changer quelque chose, en général, une réforme, il faut venir avec de bonnes raisons. Là, il fallait justifier l'inertie et non pas le mouvement. Et tout était absolument inversé. Et c'est casse-gueule, c'est inconfortable, et ça m'a donné le goût des êtres inconfortables. J'adore ça. J'adore ça. Et donc, toute ma vie, je n'ai pas cessé de courir derrière les êtres inconfortables. Et derrière aussi l'estime de votre maman, parce qu'en devenant écrivain, elle vous a pas spécialement dit « c'est bien mon chéri ». Votre gloire, votre notoriété, ça l'a pas plus intéressé que ça. Non, c'est pas ça. C'est une femme totalement... Non, c'est mon trajet intérieur qui l'intéresse. Insaisissable, voilà. Oui, la surface sociale... Elle n'est pas dupe, elle non plus, de ce jeu-là. Non, ça ne l'a jamais touché. L'année dernière, avant de publier Chaque femme est un roman, avant d'écrire Chaque femme est un roman... Le dernier roman. J'avais écrit un roman auquel je n'ai pas cru et que j'ai brûlé. Ah oui, 1 an et demi de travail. Oui. Ouais, j'ai vu ça. Ben oui, mais... On a du mal à le croire. On se dit, mais non, il a gardé une clé USB avec le roman dessus qu'il met derrière une bibliothèque. Il sait que c'est là, quoi. Non, c'est un livre raté. D'accord. Et lorsque j'ai été voir maman et je lui ai dit, maman, je vais le flamber, elle a été réjouie. J'ai bien vu dans son œil qu'elle reconnaissait son fils. C'était quelqu'un qui n'allait pas s'asseoir. Est-ce que l'amour a besoin de ces exigences-là ? C'est une énorme question. C'est l'envers... En tout cas, c'est comme ça que j'ai été embarqué dans la vie. Parce que là, on raconte 2-3 trucs. Enfin, pour ceux qui liront le roman des Jardins, qui est un livre qui a fait du bruit quand il est sorti, c'est chez Grasset, où vous racontez... alors peut-être que des fois, vous exagérez certaines choses, que c'est votre œil à vous. Donc on est peut-être parfois dans le mentir vrai aussi, cher à Aragon. Enfin bon, peu importe, en tout cas, c'est votre version à vous des choses. On découvre une famille, on se dit, mais c'est absolument impossible. Comment il a survécu à ça ? Comment il a survécu à une éducation aussi bizarre, à des gens aussi... c'est des tourbillons, quoi, des tourbillons romanesques absolument pas adaptés à la vie du réel. Enfin, vous avez un frère qui n'y a pas survécu, d'ailleurs. Non, ça fait beaucoup de morts. C'est un mode de vie. Qui s'est suicidé. Enfin, c'est dur, quand même. Il y a eu d'autres morts aussi dans votre famille. Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup n'ont pas survécu à ça. Beaucoup de suicides. Enfin, pourquoi vous vous en êtes sorti ? Parce que j'ai écrit. Un jardin, ça se soigne par l'écriture. Oui. Parce que j'ai écrit, parce que je suis devenu écrivain, voilà. Et sinon, il n'est pas certain que j'aurais survécu. Merci l'armée qui vous a réformé, alors. Oui. Je crois que si je n'avais pas restabilisé ma vie par de l'écriture, et de l'écriture tous les jours, constamment. Je n'écris pas de temps en temps, j'écris tout le temps. Tout le temps.
Ce matin, je me suis levé à 5h30. Tous les matins, vous vous levez à 5h30 pour écrire? Ça dépend des moments, mais là, j'avais une urgence. D'accord. D'accord. Voilà, chacun fait comme il peut. Mais pendant très longtemps, j'ai jugé cet héritage. Aujourd'hui, je le trouve splendide. Ça veut dire quoi? Vous l'accueillez aujourd'hui? Oui, je l'accueille. J'adore ces gens libres, furieusement libres, furieusement imprudents, décalcifiés. Vraiment décalcifiés. Je veux dire, j'adore cette famille. Mais c'est vrai ce que vous dites, vous l'avez jugé, parce que finalement, quand on regarde toute votre première série de romans, vous preniez un amour fidèle, un amour qui dure. Vous racontez par la suite que ça ne se passait pas trop comme ça dans votre vie privée, mais c'est ce en quoi vous aviez envie de croire. Vous êtes marié jeune pour ça, et vous avez fait des enfants pour ça, et pour vous construire contre votre famille, contre cet héritage. Oui, bêtement, quoi. Et puis grâce à... Pourquoi bêtement? Parce que... C'est beau d'en croire à l'amour. Tout dépend comment. Aujourd'hui, oui. Parce qu'aujourd'hui, j'y crois vraiment. Parce qu'aujourd'hui, vous avez rencontré la femme avec qui vous pouvez y croire? Il y a ça, d'abord. Ou parce que vous avez changé, vous? Et puis surtout, j'ai changé. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de m'auto-persuader. J'ai vraiment appris à me méfier des gens qui prêchent. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, ils prêchent avant tout pour eux-mêmes. Pour se convaincre eux-mêmes? Oui. Et j'ai très longtemps été dans cette posture-là. Ce qui n'est plus le cas. Ce qui n'est plus le cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il m'est arrivé un truc très bizarre il y a quelques semaines. J'ai revu un film que j'ai réalisé il y a une quinzaine d'années. Fanfan. Oui, Fanfan. Avec Sophie Marceau et Pérez. Et Vincent Pérez. Ouais. J'ai regardé le film et j'ai vu mes rêveries en 3 dimensions à 26 ans. C'est une drôle d'impression. Hein. Je n'avais pas revu le film depuis cette époque-là. Et j'ai regardé le film et je me suis dit, tiens, au fond, je comprends parfaitement le héros. Je suis d'accord avec lui. Et en même temps, il m'exaspère parce qu'il s'y prend. Je ne crois pas du tout en ses procédés. Alors, il faut expliquer quand même ce que fait Vincent Pérez dans le film, qui joue votre double cinématographique. Qui s'appelle Alexandre. Qui s'appelle Alexandre. C'est qu'il veut mettre du merveilleux dans le quotidien de celle qu'il veut conquérir. Pas dans le quotidien. Il veut mettre du merveilleux en faisant une cour éternelle. Une cour éternelle. Sans jamais l'embrasser. Justement en évitant le quotidien. Je me suis mal expliqué, vous avez raison. Et ici. Qu'il apporte, elle, dans un état de nerfs assez fabuleux. Oui. Et au fond, il espère ne vivre que le meilleur de l'amour. Ce qu'il croit être le meilleur de l'amour. Et qu'est-ce que vous avez compris? Si aujourd'hui on refaisait Fanfan, ça se passerait comment? Vous avez compris quoi, vous, depuis? Je pense l'inverse. Je ne crois pas en toute la mythologie occidentale qui nous présente l'amour-passion du début comme l'apogée. Je n'y crois pas. Pour moi, le cœur du romanesque est à l'intérieur du quotidien. Donc la passion du début, c'est le petit coup de pouce pour démarrer. Oui. Et après, au bout de 2-3 ans... L'altitude démente, elle est à l'intérieur du quotidien. Mais à condition de changer de regard. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. À condition de profondément regarder autrement le quotidien. Comme un point d'appui pour la folie. Exemple. À la maison, j'ai découvert quelque chose. J'ai proposé aux enfants de revenir sur une habitude. Et ça a été une vraie révélation, cet épisode. Et donc, on a fait la liste des habitudes qui constituent notre vie. Et il y a notamment, le mercredi, on fait un poulet frites. Ah bon? Bon. C'est une famille très composée. Est-ce que vous avez 3 enfants d'un premier mariage, c'est ça? 3 fils et une petite fille d'un second? Une petite et une belle fille, ça fait du monde. Ça fait du monde, et une belle fille, oui, d'accord. Et donc, le mercredi, on leur fait un poulet frites. Et donc, j'ai dit, si on abolissait le poulet frites? Les enfants ont râlé, protestation, ils tenaient à leur poulet frites. Alors, j'ai proposé une chose, je leur ai dit, et si on améliorait cette habitude? Ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Je leur ai dit, on va faire à tour de rôle, chacun un poulet meilleur et des frites meilleures. Et pendant des semaines et des semaines et des semaines, ce moment du poulet frites a été le lieu de la plus forte créativité dans notre cuisine. C'est-à-dire qu'on est arrivé à dynamiter une habitude en conservant les apparences. Et brusquement, j'ai vraiment compris que ça fonctionnait comme ça, le quotidien. C'est-à-dire que si on modifie son regard à l'intérieur d'une habitude, c'est le début du romanesque.
C'est le début de l'expérimentation, c'est le début de la créativité à l'intérieur de la vie. Et cette histoire de poulet frites, ça a profondément modifié une foule de choses, y compris dans ma vie amoureuse. Alors bon. Ah oui, parce que en fait, le poulet frites, on peut le décliner à l'infini. Oui, sur d'autres... À l'infini, quoi. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai cru que c'était l'adversaire, le quotidien. Que c'était le problème. Je ne voyais pas que c'était la solution. Et que le vrai problème, c'était mon regard. C'était uniquement moi qui créais le problème. Mais je crois que ce sont les dernières phrases de Chaque femme est un roman, où vous demandez à votre maman si c'est pas par hasard dans l'œil que se trouve... vous raconterez mieux que moi. Oui, un jour, j'ai dit à maman, j'ai dit, mais pour toi, le réel est dans le corps observé ou dans l'œil qui regarde? Dans l'œil qui regarde, mon chéri, bien sûr. Oui, maman m'a dit, mais évidemment dans l'œil. Et donc, c'est vrai que si on croit que le quotidien, c'est un problème, ça le devient. Ça, c'est garanti. C'est absolument garanti. Si on est convaincu que le maximum de la folie passionnelle est dans les préludes et dans les premiers temps, ça devient réel. On a entendu votre fameux rire, qui est assez connu, qui est un rire que moi j'appelle un rire de résistance. Je ne sais pas si vous l'appelez comme ça vous, mais que vous avez développé pour vous protéger. Oui. Vous en avez déjà un petit peu parlé. Pour vous protéger peut-être, je ne sais pas, de la dureté de votre éducation. Moi je la trouve dure, votre éducation, hein, quand même. Oui. Je ne sais pas si vous la trouvez dure ou pas, si, mais... Si, oui. C'est difficile. Oui. Et donc il y a toujours ce visage jovial, ce sourire qui est prêt à exploser. Donc ce rire tonitruant, forcé parfois. Qu'il a longtemps été. Qu'il a longtemps été. Et j'en viens à parler de votre rire parce que vous m'aviez dit qu'au lieu de développer une valeur dans cette émission, vous voudriez parler d'une contre-valeur qui vous énerve prodigieusement. Oui. C'est l'esprit de sérieux. Oui, l'esprit de sérieux. Ça flingue tout. C'est-à-dire, ce que j'appelle l'esprit de sérieux, c'est la tête que prennent les gens quand vous allumez votre télé et que vous voyez quelqu'un qui est ou en colère ou indigné et qui croit que ce qu'il voit, c'est vrai. Que sa vision résume la réalité. Et ça, c'est tragique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune distance ironique, drôle, qui permettrait de se distancier, de changer de point de vue, quoi. Et en général, d'ailleurs, tous les grands assassins, les grands dictateurs, le président de l'Iran, enfin le Premier ministre iranien, visiblement, est animé par un grand esprit de sérieux. Mussolini n'était pas un grand plaisantin, Hitler non plus. Ce sont des gens qui sont enfermés et qui croient. Alors là, je prends les pires. Et au quotidien, dès que je vois quelqu'un qui est enfermé dans un esprit de sérieux, je le fuis. je pars. Ce sont des gens qui me font peur. Et c'est pour ça que vous avez développé cette sorte d'humour, c'est justement pour décoller un peu le nez du réel, pour mettre pour ne jamais croire que le réel se résume à ce que je vois. Ça n'est jamais vrai. Enfin, en même temps, vous le saviez déjà, puisque le réel, vous n'avez jamais franchement eu le nez dedans avec l'éducation que vous avez eue. Oui, mais quand on est en état de souffrance, quand même. Ouais. Quand on est en état de souffrance, par exemple, on a vraiment tendance à croire que ce qu'on voit est vrai. Si votre mari vous trompe, vous allez souffrir et vous allez forcément plaquer sur lui plein de choses que vous allez croire vraies. Dans ces moments-là, en général, on a très très peu oui, je sais pas, oui. de capacité oui, je suis pas au courant. À changer de point de vue, quoi. Ouais. Et c'est vrai que dès que les êtres ont une capacité à rire d'une situation, à déplacer leur regard, et l'humour est évidemment un outil extraordinaire. Que vous apprenez à vos enfants? On peut apprendre ça à ses enfants? Il a quel âge le plus grand? 17. 17 ans, oui, c'est plus un gamin. Oui, on peut leur apprendre tout simplement un exercice très simple. Ouais. Qu'une des femmes de mon dernier livre m'avait enseigné, qui est tout simple. Quand on a la tête farcie de problèmes, vous allez dans les toilettes pour ne pas être pris pour un fou, et vous vous forcez à rire pendant 2-3 minutes. Ah, c'est Greta, ça, qui vous a enseigné ça. Oui. Vous êtes physiquement dans un autre état. Il y a un afflux de sang dans la tête, votre visage chauffe. Quand vous ressortez des toilettes, c'est quelqu'un d'autre qui en ressort. Le regard, essayez. Vous avez appris ça à un enterrement, mais oui, on vous a appris à faire ça à un enterrement. Oui, non, mais j'essaierai. Non, mais c'est franchement extraordinaire. C'est-à-dire, brusquement, on n'est plus prisonnier de son regard.
On n'est plus enfermé dans l'idée que l'on se fait du réel. Physiquement, ça aide. On essaiera. Vous nous écrirez, chers téléspectateurs de KTO, on va tous aller s'enfermer dans nos toilettes. Vous n'ignorez pas que vous êtes sur une chaîne catholique. Vous avez reçu, vous, une éducation, j'allais dire très catholique, dont vous ne gardez pas forcément un bon souvenir. Ni mauvais, d'ailleurs. Ni mauvais. Bon, je pense que ce n'était pas à la maison, hein, vu le style des parents que vous aviez une éducation catholique. Ils étaient à contre-courant de toutes les valeurs catholiques, mais en termes d'institutions scolaires. Vous étiez dans des établissements catholiques. Oui, jusqu'en 5e. Oui. Où ça s'est passé moyennement. C'est pas ça, c'est que j'ai une relation en fait assez ambivalente. Le catholicisme ne m'a jamais nourri. Est-ce qu'on vous l'a bien présenté, cette nourriture? Est-ce qu'on vous l'a bien... Non, pas forcément. Est-ce qu'on vous l'a rendue appétissante? Non, mais je veux dire par là, ça n'a jamais profondément modifié mon regard sur la vie. C'est plutôt ça. Mais vous auriez voulu? Oui. Ah oui, j'étais très partant. Peut-être que les rencontres ne se sont pas faites. Peut-être. Pas encore faites. Peut-être. Mais par ailleurs, j'ai toujours été complètement fasciné par les gens qui avaient une foi immense, qui avaient une forme de transcendance. De radicalité? Oui. Qui avaient cette forme de... Souvent, ça va avec une absence de peur qui rend les gens assez éblouissants. Parce que dès que les êtres ne sont plus prisonniers de leur peur, il y a quand même une beauté incroyable qui sort de... Un affranchissement, en tout cas. Oui. Alors, ce sont des gens que j'ai connus ou que j'ai vus, par exemple, sur cette chaîne. C'est ce que je vous ai dit avant de venir. Quand j'ai vu un jour une interview d'Honorine Grasset, qui est pas bonne sœur, elle est... Non, elle est dans un foyer de charité, à Tressin. Voilà. Voilà. C'est une jeune femme absolument radieuse, lumineuse. Incroyable, absolument incroyable. Quoi. Je ne la connais pas, eh bien, le fait que ce type d'être humain existe compte incroyablement pour moi. Ça compte pour moi. Je vois bien qu'ils évoluent, leur œil voit des choses que je ne vois pas, et je les regarde comme des repères. Je ne sais pas si à un moment donné, je pourrais voir ce qu'ils voient. Mais je vois que ça leur donne accès à une forme de grandeur qui m'enthousiasme. Ça met aussi de la transcendance dans votre vie ou... Oui. Parce que vous êtes en recherche de transcendance. Hein. Vous avez pris des cours de Talmud pendant 2 ans. Oui. C'est donc approfondir ce livre. Mais ça m'a nourri incroyablement. Juif, J'allais m'installer au fond d'une synagogue, j'écoutais et je ressortais... J'ai trouvé, en fait, dans le Talmud, la formalisation de tout ce que ma mère cherchait à me transmettre. À travers des exercices, à travers une discipline. Je ressortais incroyablement mobile, fécondé, prêt à devenir davantage un point d'interrogation. Ah oui, ça, le point d'interrogation, c'est votre signe, votre symbole fétiche, on va dire. C'est magnifique. Et dans ma vie, je n'ai pas cessé de courir derrière des femmes qui portaient des points d'interrogation. C'est ce qui m'a toujours le plus profondément séduit. Hein. Mais celle avec qui vous êtes aujourd'hui, c'est un point d'exclamation affirmé, alors pour tenir la dragée haute à un personnage comme vous. Ah oui. L'animal est de forte taille. Et pas forcément confortable. Mais vous recherchez une vraie rencontre avec Dieu, en tout cas. Enfin, vous êtes à la recherche de ça. Non. Je ne le nomme pas comme ça. Il existe ou il n'existe pas dans votre vie? Non. Mais je vois bien qu'il existe chez des êtres qui me fascinent. Donc je n'ai pas de vie spirituelle au sens classique du terme. Voilà. D'accord. Et en même temps, tout ce qui touche à la transcendance m'émeut très profondément. Très profondément. Et tous les gens qui ont une dimension verticale exercent sur moi un magnétisme total. Quoi. Oui, parce que pour en revenir à la façon dont vous avez été éduqué, finalement, il y a quelque chose d'assez... Excusez-moi, c'est un jugement et je m'en excuse, mais il y a quelque chose d'assez morbide dans cette recherche effrénée de plaisir et de changement de la part de vos parents, grands-parents, etc. Moi, quand j'ai lu notamment le roman des Jardins, je trouve que ça manquait totalement de transcendance. C'est profitons de la vie tant qu'elle est là, et après, comme il n'y a plus rien... vous voyez ce que je veux dire? Le côté morbide de la chose? Il y a ça, mais
pas seulement. Et c'est très très beau, les êtres qui ne sont pas ligotés par des peurs. C'est magnifique. C'est absolument magnifique à regarder. C'est magnifique, mais c'est dangereux. C'est toxique. C'est toxique aussi, oui. mais j'accepte l'idée de vivre avec un regard ambivalent. C'est-à-dire, j'accepte de vivre avec de la complexité. C'est-à-dire de voir des êtres qui me plaisent, tout en voyant les dangers qu'ils portent en eux. Je n'ai pas besoin de trancher. Alors que plus jeune, j'avais besoin ou de juger, d'être pour ou contre. Ah oui, donc là, vous êtes vraiment dans l'accueil total. Oui, j'accepte ça. À trop ouvrir les bras, à un moment, il faut savoir les refermer un peu, non? Là, vous êtes en train de parler de vous et de vos peurs. Mais non, moi, plus ça va, plus j'ai envie de les ouvrir. D'accord. Moi, je me sens menacé par la complexité des gens. Vous avez de moins en moins peur, en fait. Oui. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, je me sens pas menacé par leur complexité. Ça m'intéresse. Il faut dire que vous êtes accompagné aussi par des sacrés personnages. Vous avez souhaité dans cette émission rendre hommage à deux éditeurs, enfin les deux éditeurs qui ont compté et comptent aujourd'hui dans votre vie. La première, c'est Françoise Verny. Vous allez nous expliquer qui elle était, parce qu'elle est très très connue du Gotha littéraire, peut-être moins du grand public. Le deuxième, c'est celui qui s'appelle Dizzy. Dans vos romans, c'est Jean-Paul Enthoven. On peut le dire, Jean-Paul Enthoven. Oui. On va d'abord parler de la première qui a disparu. Grande catholique pratiquante, qui a écrit d'ailleurs des bouquins catholiques, qui s'est toujours affirmée comme telle, qui physiquement était quelqu'un d'assez improbable. Un quintal à l'intérieur d'une robe sac, avec une allure de dinosaure. Voilà, bon, c'est vous qui l'avez dit, hein. Je ne voulais pas l'assumer moi-même. Pratiquant un catholicisme magnifique. Vous dites ça parce qu'elle vous a forcé à prier dans son salon. Oui. Lorsque je l'ai quittée, elle m'a demandé de prier avec elle. Je lui ai dit que ce n'était pas mon chemin. Et elle m'a dit si, fais-le pour moi. Donc je me suis retrouvé rue de Naples, dans son appartement, à genoux sur un tapis, avec les bras en croix, à prier avec elle. Et puis à la fin, elle m'a flanqué une paire de baffes. En vous disant quand même, je te pardonne de me quitter, en termes d'édition, on s'entend. Hein. Oui, les rapports étaient particuliers. Oui. Et c'était la liberté même. C'est-à-dire que Françoise Verny n'avait aucun a priori sur ce que la littérature doit être. Aucun a priori. Alors que la plupart des éditeurs croient savoir ce qu'est la littérature. Elle revenait d'une après-midi passée avec Barbara Cartland, et elle me disait, j'ai voulu comprendre. Pourquoi elle magnétise autant de gens? Qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit, c'est une folle. Elle est convaincue qu'il n'y a rien de mieux que d'être une infirmière qui se fait culbuter par un chirurgien. Elle m'a dit, ça n'a pas de sens pour nous. Mais elle y croit, dans sa folie. Et elle va au bout de sa folie. Elle aimait la folie des... là, je parle de Barbara Cartland, mais enfin, il n'y avait pas que ça dans son univers. Il n'y avait aucune forme d'a priori et un amour très profond pour la folie des êtres, pour leur vision. Et elle me posait tout le temps cette question lorsque je lui filais un manuscrit. Il y avait son gros doigt qui arrivait sur un passage faible. Elle me disait, chérie, est-ce que c'est de toi? Hop, je repartais bosser. Est-ce que c'est la seule vraie question? Est-ce que c'est de toi, quoi? Ouais, c'est où es-tu là-dedans, quoi? Tu es où? Tu es où? Et puis, elle me faisait écrire des parodies de mes romans. Quand j'ai écrit Le Zèbre, elle m'a fait écrire un chapitre d'un livre qui ne comporte qu'un seul chapitre, qui s'appelait La Chèvre, qui était une parodie. L'île des droitiers pour l'île des gauchers. Oui, voilà, etc. C'est-à-dire qu'elle me demandait de rire de mes textes. Mon Dieu, comme on est trop sérieux quand on écrit. Comme on se prend au sérieux dans... C'est elle qui vous a découvert, hein, qui est venue vous choper par la peau du cou en disant, toi maintenant tu vas écrire, et ça a donné bille en tête en se disant peut-être qu'un fils d'écrivain... Elle a déboulé à la maison. Oui. Voilà, mais à la maison, physiquement, elle est rentrée à l'intérieur de la maison. Et c'est ça, les grands éditeurs, ce sont les pirates, ils vont attraper les gens. Alors on lui doit aussi Sagan, BHL, Glucksmann, Malais Joris, Collard, enfin c'est elle qui les a publiés, édités. Oui, mais... Il y a pas mal de gens comme ça, dans des contextes très différents. Très. C'est un être lumineux, quoi. Ça a été 4 ans d'une relation passionnée éditeur-écrivain. Et puis ça ne pouvait que s'arrêter. Elle était un peu envahissante, quoi. Je ne parlais pas du quintal, hein, je parlais dans la vie de tous les jours. C'était impraticable. C'était impraticable. C'était des coups de fil à 2h du matin. Oui, mais c'est le genre de femme que vous aimez. De quitter ma première femme. Enfin, c'est le genre de femme que vous aimez, qui vous remet en cause, qui vous chavire, qui vous chahute.
Et puis un jour, après des années où je n'ai pas rencontré vraiment d'éditeur, un jour, j'ai rencontré Jean-Paul Antoven, qui est mon éditeur chez Grasset. Et de la plus jolie façon qui soit, on était au téléphone, je marchais à Paris, sur le boulevard Saint-Germain, et il me dit « Il faut qu'on raccroche parce que je suis sur une piste de ski au Chili. » Et sur le moment, j'ai cru que j'avais mal compris, au Chili, et il me dit « Oui, oui, je suis avec ma fiancée, qui a des propriétés immenses au Chili. Elle m'attend en bas des pistes. » Il raccroche. J'étais un peu interloqué, je fais 100 mètres, et je le vois sortir de la rue des Saints-Pères, de chez Grasset. Donc il n'était pas plus au Chili que moi. Et il est venu vers moi, avec beaucoup de simplicité, et au lieu de s'excuser ou de paraître gêné, il m'a dit « Mon cher Alexandre, si tu as plus foi en tes yeux qu'en ma parole, nous ne pouvons plus avoir de rapport de confiance. » Et je lui ai dit « Écoute, dès que tu reviens du Chili, tu me donnes un coup de fil. » Et il m'a dit « Dès que mon avion se pose, je t'appelle de l'aéroport. » C'est-à-dire que d'emblée, j'avais accès à un homme qui habitait le romanesque. Qui avait la même folie que vous, finalement. On pouvait parler à même hauteur, avec la même liberté. Le réel n'était plus un problème autour de nous, je veux dire, puisqu'il était au Chili. C'était enfin le pendant de Françoise Verny après des années d'errance. Différent, mais en termes d'édition. Très Ils sont différent, bien connus mais tous les deux d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Très différent, mais avec un certain format d'être. Alors, il a deux questions pour vous, à travers ma bouche. D'abord, je lui ai demandé pourquoi il avait décidé de vous prendre avec lui. Pourquoi il voulait travailler avec vous. Il m'a dit, 1, parce que j'admirais son père, et 2, parce qu'il n'avait pas encore écrit le livre qu'il devait écrire. Même si moi, je suis persuadée comme lui que le livre que vous devez écrire, c'est celui sur votre mère, et qu'on va encore avoir quelques années devant nous pour le voir apparaître, ce livre. Mais alors, deux questions de sa part. Est-ce que votre sourire perpétuel, alors, si c'est lui qui le dit, il dit, est-ce que ton sourire perpétuel est un masque? Si c'est un masque, finalement, il me convient. J'accepte qu'il s'incorpore à mon visage. Ok. Deuxième question. Donc c'est lui qui parle. Hein. Dans certains de tes romans, tu abandonnes tes personnages, hommes, à la trentaine. Qu'est-ce qu'ils deviennent par la suite? Celui que je suis en train de devenir depuis quelques semaines. Et en fait, c'est curieux, mais pendant un certain nombre d'années, je n'étais pas fait pour mener ma vie. Et à nouveau, je rentre dans une période où je suis adapté à la vie que je mène. C'est-à-dire que vous pourriez en ressortir de cette période? Je crois pas. Non. Ah. Je crois pas. Je crois que c'est une très très bonne période là, qui s'ouvre. Et ça vous fait peur d'arriver bientôt à l'âge de votre père? Là, je veux dire, auquel votre père est mort, lui, à 46 ans. Enfin, c'est une date que vous regardez comme ça, comme une date butoir. Où vous dites, ma vie va changer ce jour-là. Non pas parce que vous allez mourir, évidemment que non, mais... Non, plus maintenant. Pendant longtemps, ça m'a fait peur. Oui. Mais aujourd'hui, j'arrive en forme. Longtemps, vous avez cru que vous alliez mourir jeune. Oui, oui. Aujourd'hui, je sais que non. Aujourd'hui, je sais que non. Mais en revanche, j'accepte de vivre en sachant que c'est très provisoire. C'est-à-dire que je suis quand même pressé maintenant. Même s'il reste 50 ans. Si vous le voulez bien, Alexandre, nous allons passer... Je ne vous ai pas prévenu de ça, tant pis, vous le découvrez en direct dans l'émission. Nous allons passer aux petites questions de la fin de l'émission. Ce sont des questions qui partent un peu dans tous les sens. Vous n'avez droit à aucun joker. Bon. Donc, vous répondez comme vous pouvez, surtout, comme vous pouvez. De quel auteur pourriez-vous être jaloux? Je sais qu'une fois, on vous a confondu avec Daniel Pénac, ça a été... Oui. C'est une fille qui voulait coucher avec Pénac. Non, pas avec moi. Et quand elle a vu que c'était vous, ça a été un drame. Un drame. Ce n'était que vous. Mais enfin bon, à part Pénac, de quel auteur pourriez-vous être jaloux? Vivant ou mort, hein, pas forcément un contemporain. Vivant ou mort? Oh, forcément Musset. Forcément. Forcément, oui. Développé. L'amour vu par Musset, ça me convient. Il y a une telle grâce dans la façon de parler d'amour. Il y a une telle grâce, il y a une telle envolée. C'est inaccessible. Quel livre aimez-vous offrir? Pas forcément un livre de vous, mais, ou un livre de vous, au choix. Quand vous voulez faire plaisir, vous offrez quoi comme livre? Des livres de psycho comportemental.
d'élèves de l'école de Palo Alto. C'est des gens pas très connus en France, comme Václavic, comme Milton Erickson. Václavic est un peu plus connu, mais il y a un livre prodigieux, qui s'appelle Changement au pluriel, de Václavic. On trouve ça en point seuil. C'est un livre fondamental. Et qui nous apprend quoi, par exemple? Il est impossible de penser la vie de la même façon après l'avoir lu. J'ai pas envie de vous en dire plus, mais il est impossible de penser la vie de la même façon. Bien, vous pourrez dire le titre, parce qu'on va nous le demander. Changement au pluriel. Changement au pluriel. De Václavic. Václavic avec un W au départ. Lisez le livre et écrivez-nous, et on transmettra ce Alexandre. sont des livres forts. Ok. Quel est le lieu qui vous ressemble? Un lieu qui me ressemble vraiment. Ah bah oui, vraiment, en tant qu'affaire. Il y a différentes maisons dans votre vie. Est-ce que ce sont ces maisons-là? Est-ce que c'est autre chose? Votre bureau tout rouge? Alors, quand je me fais photographier chez moi, c'est toujours chez mon éditeur, Jean-Paul Orteven. Quand je fais venir un photographe et que je me fais photographier soi-disant chez moi, je change les étiquettes sur les sonnettes et je trompe les photographes. Ah mais vous leur dites? Non, je leur dis pas. Et ils le découvrent sur place? Une fois, je Oui. l'ai Une fois, vous révélé. l'avez dit. Oui. Mais par la suite, non. Pourquoi? Parce que ça ressemble aux maisons de ma grand-mère Jardin. Chez Jean-Paul Orteven, il y a la même odeur que dans les maisons de ma grand-mère. Qui est une odeur de quoi? De bonheur. Ça se décrit, une odeur de bonheur? Je la reconnais en rentrant. Donc l'idée de me faire photographier dans une maison qui a l'odeur de la liberté de mon enfance, Oui. ça c'est pour moi merveilleux. Voilà. Quelle est la rumeur vous concernant à laquelle vous souhaitez tordre le cou? Je suis pas très au courant des rumeurs qui me concernent. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Je ne sais pas encore les accepter. Ah bon? Non. Non, j'ai encore de la marge de progression. Bah avec un beau sourire comme ça, et hop, ça passe tout seul. Non, je ne sais pas du tout. Non. Vous êtes mal à l'aise avec ça en Oui, tout cas? oui, tout à fait. Pourquoi, c'est pas mérité? Oui. Oui. Je me sens tout le temps en devenir, donc insuffisant. Alors justement, si vous pouviez être plus que vous, qui ou que seriez-vous? Je serais plusieurs fois moi-même. Je ne trouvez pas qu'il y en a assez d'un? Non. Ah. Les artistes qui me fascinent le plus sont les gens qui ont osé être plusieurs fois eux-mêmes. Victor Hugo était plusieurs fois lui-même, Picasso était plusieurs fois lui-même, Spielberg est plusieurs fois lui-même. C'est-à-dire quoi, des gens qui se réinventent sans cesse? Oui. Ouais. Puissance Spielberg passe des dinosaures pour enfants à la liste de Schindler. D'accord. Quand vous voyez un Picasso... Avec plusieurs périodes. Oui, c'est un être qui est en création permanente, non seulement de son œuvre, mais de sa personne. Ça veut dire qu'Alexandre Jardin, il pourrait ressembler à quoi dans 30 ans? J'espère... Qui s'est recréé déjà plusieurs fois. J'espère très différent, oui. J'espère. Avec des mues, en tout cas. Oui. D'accord. Qui cherche la vérité de l'homme doit s'emparer de sa douleur. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez pleuré? Oui. C'est trop intime pour en parler. Mais c'était un grand chagrin. Qu'est-ce que vos livres ne dévoilent pas de votre personnalité? J'éprouve beaucoup de gêne à exprimer frontalement la souffrance. J'ai peur que ce soit inélégant. C'est quoi? C'est pas télégénique, la souffrance? C'est pas... J'éprouve beaucoup... Je me sens mal à l'aise. Ça se dit pas? Ou c'est difficile à dire? Non, c'est justement très facile. C'est... Dire les choses les plus graves sans légèreté, ça me dérange. Ça me dérange. J'y vois une forme de grossièreté, en fait. Oui. D'accord.
Pour terminer, je vous cite, hein, c'est dans la fin de Chaque femme est un roman, vous dites « Quand une femme me parle, j'entends à la fois ce qu'elle me dit, ce qu'elle aurait pu articuler, ce qu'elle devrait me crier pour que mon sort soit une féerie ou une tragédie stimulante. » On va la reprendre mot à mot. « Quand une femme me parle, j'entends à la fois ce qu'elle me dit. » Qu'est-ce que vous avez entendu de cette émission? C'est qu'il était possible de faire de la télé en n'étant pas en défense. Voilà. Et ça n'arrive jamais, parce que normalement, les gens, si vous zappez et que vous allez sur d'autres chaînes, vous allez voir des gens en défense. Presque toutes les interviews sont construites de telle manière que les gens se défendent. Ce ne sont pas des endroits où l'on a le droit d'être en vulnérabilité. En général, c'est dangereux. C'est un beau compliment, ça, pour oui. nous. Ce qu'elle aurait pu articuler, qu'est-ce que vous auriez aimé m'entendre dire ou poser comme question? À quel endroit j'ai pas été à la hauteur? Vous m'avez permis de baisser le bouclier, mais en revanche, vous êtes resté dans le rôle de l'intervieweuse. Ah bah oui. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas engagé personnellement. Ah bah non, c'est pas mon rôle. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque, hein, attention. Mais il n'y a plus de grandes personnes pour nous surveiller. C'est fini, il n'y en a plus. C'est nous les grands. Non mais c'est vrai. On va refaire une deuxième émission. Allez. Ok, non mais j'entends ce que vous me dites. Quand une femme me parle, j'entends à la fois ce qu'elle me dit, ce qu'elle aurait pu articuler, ce qu'elle devrait me crier pour que mon sort soit une féerie ou une tragédie stimulante. Il me reste 30 secondes pour vous crier quelque chose. Dites-moi quoi? Alors, ça tourne forcément autour du verbe oser. Dites-moi, je vais le faire. Je vous dis qu'il fallait que cette émission vous ressemble le plus possible. Dites-le moi. Alors, tournez une phrase avec le verbe oser dedans. Vous le conjuguez comme vous voulez. Alexandre, osez enfin être vous-même. Bon. Je vous remercie infiniment d'avoir osé venir dans cette émission, faire cet exercice de vulnérabilité. C'est vrai que c'est un joli mot. On vous souhaite quoi pour la suite? Beaucoup d'imprudence. Ça roule. Merci beaucoup. Au revoir.